Hello, donc je m'appelle Joseph Chouefati, j'ai 28 ans et je suis le cofondateur et CEO de Goodvest. Ok, trop cool. Hello Joseph, merci de m'accueillir aujourd'hui chez vous, chez Goodvest. Avant de parler de ton entreprise, de ton parcours d'entrepreneur, est-ce que tu peux me parler un peu de toi, d'où tu viens, ce que tu aimes faire, ce que tu fais? Voilà. Carrément. Voilà, je m'appelle donc Joseph, comme je le disais, j'ai 28 ans. J'ai cofondé Goodvest il y a 4 ans. Pour parler un peu de mon parcours, donc je suis parisien, je suis franco-libanais. J'ai fait un bac S. Ensuite, je suis parti à l'école hôtelière de Lausanne en Suisse, Ok. qui est une business school qui est orientée vers le secteur de l'accueil. J'ai mes premières expériences entrepreneuriales en parallèle de Lausanne, où je faisais des événements pour étudiants. Je me suis rendu compte que ce qui me passionnait le plus, c'était l'entrepreneuriat et pas l'événementiel. Ouais. Et donc, j'ai fait le master Polytechnique et Chaussée Entrepreneur, Ok. pendant lequel j'ai travaillé sur plein de projets différents à impact, jusqu'à qu'il y ait le confinement qui arrive et que je me pose sur l'idée de Goodvest, parce que j'ai réalisé que les Français épargnaient énormément pendant le Covid. Ouais. Il y a eu aussi cette prise de recul, cette prise de conscience sur l'impact qu'on a sur la planète et notamment que notre épargne a. Et je me suis rendu compte que c'est très compliqué pour un particulier d'investir de manière durable, qu'il y ait beaucoup de greenwashing, beaucoup d'opacité, et qu'il fallait créer un acteur pour accompagner les épargnants vers cette démarche. Donc voilà, ça c'est un peu sur le plan professionnel. Et sinon sur le plan perso, même si Goodvest ça me prend pas mal de temps, j'aime bien faire du sport, voir mes amis, j'aime bien tout ce qui est nature, montagne, escalade, et voilà. Ok, trop cool. Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur? C'est quelque chose que... Parce que là, tu me parles de l'école que tu as fait, HEC. C'est une école qui te forme à être entrepreneur? Tu as toujours voulu faire ça? Tu me disais... Ouais, je pense que j'ai pas réalisé forcément que je voulais faire ça à l'époque, mais j'ai toujours eu un peu ça en moi parce que, par exemple, quand j'étais gosse, j'ai fait des courts-métrages, j'adorais les Lego. Plus tard au lycée, je faisais des sites web. Donc j'ai toujours eu la passion de créer, voilà, de partir de zéro et de réaliser quelque chose, de construire quelque chose. Et donc je pense que c'est comme ça que ça se traduisait déjà à l'époque. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté tout l'avant Goodvest? Parce que tu as lancé directement Goodvest après l'école. Ouais. Comment ça s'est passé un petit peu tous les préparatifs, le lancement de la boîte? Alors, pas mal d'étapes différentes. Déjà, entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où on a eu notre premier client, Ouais. il y a eu à peu près 1 an et demi. Ok. Il y a eu les 6 premiers mois pour trouver un associé, commencer à trouver aussi un partenaire assureur, faire les formations nécessaires pour obtenir les agréments. Ok. Ensuite, on a déposé les statuts. On a vraiment constitué la boîte en septembre 2020. Et ensuite, en parallèle, on a dû lever un peu de fonds pour se financer, trouver un partenaire assureur, enfin, développer un partenariat avec l'assureur qu'on avait trouvé, qui est Generali, pour assurer donc, nos placements d'assurance vie, plan d'épargne retraite, etc. Faire du marketing pour récupérer des préinscrits qui allaient nous permettre d'avoir des clients dès le premier jour, on allait lancer la solution. Et construire le produit, toute la plateforme tech avec mon associé Antoine qui est le CTO. Ok. Et donc on a fait tout ça en parallèle, ça a duré 1 an de plus. Là, tu étais étudiant à l'époque? Non. J'étais étudiant jusqu'au moment où on a déposé les statuts. Ok, d'accord. Donc jusqu'à fin 2020. Et ensuite, on a lancé fin 2021 Goodvest, où ça a plutôt bien fonctionné dès le début. On a eu, dès les premiers mois, on rentrait presque 100 nouveaux clients par mois dès le début. Ouais. Donc on a atteint assez rapidement 500 clients. Ouais. Et là, on a fait une deuxième levée de fonds. La première, c'était plutôt près de Business Angel, donc c'était une petite levée de fonds en BSAR, c'est pas une vraie levée de fonds en equity. Et après, on a eu des vrais fonds d'investissement, Polytechnique Ventures, AG2R La Mondiale, qui ont investi à peu près 1 an après le lancement. Ok. Comment tu arrives à faire à ce que les épargnants puissent te faire confiance, sachant que tu es une petite boîte au début? Alors, quand tu te lances. En fait, on est une petite boîte, on est toujours une petite boîte d'ailleurs, mais on est en partenariat avec des très gros partenaires. Generali, c'est un groupe qui a plusieurs siècles, qui est le premier assureur en Europe. Si on prend juste le territoire européen, c'est le premier assureur. Et donc, c'est un acteur qui est extrêmement solide. Et c'est eux, en fait, qui sont dépositaires en fait, de nos investissements, en quelque sorte. Et donc, il n'y a aucun risque de faillite de Goodvest pour un client qui nous confierait son argent, en fait. Donc, c'est ça qui va vraiment rassurer aujourd'hui, en plus du fait qu'on ait bien sûr les agréments nécessaires. Ok, trop cool. Explique-moi un peu Goodvest, qu'est-ce que c'est concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que ça permet de faire?
Alors Goodvest, c'est une plateforme d'investissement qui permet aux particuliers, quels que soient leurs besoins, de placer leur argent. Donc ils aient un besoin de placement court terme avec un livret, ou plutôt pour le long terme pour préparer leur retraite, pour investir tout simplement, et avoir un meilleur rendement. Et notre particularité, c'est qu'on a un gros prisme sur l'écologie. Donc chez Goodvest, tous nos investissements vont exclure les énergies fossiles, vont être alignés avec l'accord de Paris et vont être transparents sur leur impact sur le climat. Et ça, c'est vraiment notre particularité. On a été reconnu par des ONG, par des leaders d'opinion, comme la méthodologie la plus stricte du marché. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour voir c'est compliqué à savoir, je pense. Oui, bien sûr. Donc, on a une équipe dédiée déjà qui fait que ça. On a créé une méthodologie maison. On a des partenaires qui nous fournissent des données. On travaille par exemple avec Carbon 4 Finance, qui était cofondé par Jean-Marc Jancovici. Et donc, on va analyser ligne à ligne toutes les composantes des fonds qu'on peut proposer. Donc, on a analysé plus de 8000 fonds depuis le début de Goodvest. Chaque fois, on a analysé les sous-jacents de ces fonds pour arriver à une sélection qui est drastique et donc qui répond à nos critères et à notre méthodologie qui est disponible sur notre site, qui est transparente. Vous avez combien de fonds aujourd'hui dans lequel vous pouvez investir? Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de fonds, d'avoir à peu près une trentaine, une quarantaine de fonds qui répondent vraiment à différents problèmes, à différents besoins. On a des fonds immobiliers, des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds infrastructures, du private equity. Voilà, on a une offre vraiment complète. Et je suppose que chaque fonds a plus ou moins sa volatilité et son pourcentage de risque. Et chaque épargnant, comment ça se passe un petit peu? L'épargnant choisit un petit peu son profil d'investisseur? Alors en fait, comment ça se passe? L'épargnant est sur la plateforme, donc il va sur goodvest.fr, il va faire une simulation, répondre à des questions sur quel est son projet d'investissement, pourquoi il veut investir, dans combien de temps il aura besoin de son argent, quelles sont ses connaissances. Et en fonction de ça, nous on va lui recommander un portefeuille sur mesure qui correspond à ses besoins. Et après, il a la possibilité, s'il le souhaite, de personnaliser son portefeuille en fonction de ses valeurs et d'affiner en fonction de ses besoins ce dont il a envie. Et aujourd'hui, vous avez combien de personnes qui sont membres chez vous? Aujourd'hui, on a... épargnant, je sais pas, on dit membre, épargnant, comment ça se passe? On dit épargnant, client, pas vraiment membre, mais on a à peu près, là, on est passé les 16 000 aujourd'hui. Trop cool. Donc on a un peu plus de 16 000 clients. Et pour développer, c'est quoi un petit peu les rouages? Vous allez faire du marketing via les réseaux sociaux? Vous allez chercher... on fait beaucoup de choses en marketing différentes. Déjà, le premier canal d'acquisition, c'est nos clients. Nos clients sont assez satisfaits. On est noté 4,9 sur Google Avis, sur Trustpilot. Et en fait, ils vont nous recommander auprès de leurs proches. Après, c'est notre premier canal d'acquisition. Après, on va avoir tout ce qui va être recherche Internet. Quand quelqu'un cherche placement vert, placement responsable, assurance vie durable, on ressort très souvent en premier ou alors vraiment le top des résultats. Après, il y a de l'acquisition payante avec effectivement de la publicité. Sur Instagram, Google, dans le métro. Vous avez vos campagnes dans le métro? On a fait plusieurs campagnes dans le métro, Ça marche bien. Je suis curieux de savoir un petit peu si les gens... Ça marche bien, ça marcherait pas tout seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui vient chez nous, souvent il a plusieurs touch points. Ça veut dire qu'il va être, il y a un de ses proches qui va lui parler de Goodvest, puis après il va nous voir dans le métro, puis après il va faire une recherche internet, il va voir qu'on est bien classé dans les classements qu'il peut y avoir sur les assurances vertes par exemple. Et donc le métro ne marcherait pas si on ne faisait pas d'autres choses à côté. Ça ne suffit pas de faire que du métro. Bien sûr. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le podcast et à me suivre, et je voulais vous dire un grand merci. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Alors, si le contenu vous plaît et vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Ça m'aide énormément à faire grandir le podcast. Allez, on retourne à l'épisode. Ok, trop cool. En tout cas, merci beaucoup pour cette introduction. Le but du podcast, c'est de parler à des jeunes entrepreneurs sur les enjeux de l'entrepreneuriat lorsqu'on se lance. Quelles ont été un peu les galères au début, les petites anecdotes que tu as ou que tu peux me donner sur le lancement de Goodvest? Il y en a eu plein. Déjà, si on commence au début, tu vois, déjà trouver l'idée, comment c'était venu? Tu me disais, c'était en cherchant un petit peu... comment ça se passe? Déjà, les prémices de tout ça. L'idée, elle m'est venue un peu en lisant un article dans Les Échos qui expliquait que les normes
majorité de l'épargne financière des Français était sur des fonds en euros qui étaient très opaques, qui rapportaient pas beaucoup et qui étaient assez polluants. Okay. Et donc c'est comme ça que l'idée, je me suis dit non mais c'est pas possible que c'était en 2020, à l'époque c'est pas possible qu'en 2020 on soit toujours dans cette situation là où l'énorme majorité d'épargne des Français est mal investie. Et donc il faut créer quelque chose pour les accompagner et une solution simple, digitale, attractive, transparente, durable, qui les accompagne vraiment facilement pour investir mieux. À la fois pour eux, pour leur performance financière et pour le climat, pour leurs convictions. Donc c'est un peu parti de là. Après, les petites anecdotes que je peux te raconter, c'est comment est-ce que j'ai réussi à convaincre un assureur. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'effectivement, on sortait d'école, sur mon CV, il n'y avait rien, quoi. Enfin, par mes formations, 2-3 stages. Ouais. Vous étiez quand même accompagné à l'époque, quand même, je suppose, à l'école pour le développement. Oui, on était accompagné, mais bon, il fallait quand même démontrer des choses. Donc, on avait des préinscrits. On avait pas mal de personnes qui étaient préinscrites à la solution, parce qu'on avait fait du marketing déjà. Ouais. Et on a parlé avec plusieurs assureurs. Et pour raconter un peu une anecdote, il y a un des assureurs où on a beaucoup avancé avec lui. On a fait les différentes étapes de premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, business plan, puis rencontre avec leur comité de direction. Et lors de la rencontre avec le comité de direction, la responsable des partenariats a présenté l'opportunité de Goodvest au comité de direction avec différentes slides, jusqu'à une slide où ça arrivait au plus et au moins. Et les plus, il y avait projet dans l'air du temps, pas mal de préinscrits, projets différenciants. Et après la slide des moins, il y avait un seul moins, et c'était équipe très jeune et inexpérimentée. Ok. Ouais. Et voilà, et puis quelques heures après, j'ai appris qu'ils n'allaient pas avancer sur le partenariat. Okay. Et donc pour cette raison-là, probablement, ils ont dit bon bah revenez nous voir en tant que deuxième assureur, mais on n'est pas prêt à prendre le risque et y aller en premier. Et Generali, qui est l'autre assureur avec lequel on discutait, nous a fait confiance et a avancé avec nous. Ouais. Et aujourd'hui, ils ne regrettent pas parce qu'on a beaucoup d'encours avec eux, donc voilà. Tant mieux. Et ça fait quoi un peu qu'on te dise que tu sois un peu trop jeune pour... Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on a beaucoup quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais. Même moi, je l'avais même avant. Hein, je l'avais quand je suis arrivé à Lausanne. Je me disais, bon, c'est considéré comme la meilleure école du monde dans le secteur de l'accueil, du tourisme, etc. Est-ce que je mérite d'être là? Pareil, après, je suis allé à HEC. Je dis, mais en fait... Tu étais un bon élève? Je suis dans l'hôtellerie. J'étais plutôt un bon élève, ouais. J'étais pas un excellent, je suis pas dans le top 3 de la classe, mais j'étais plutôt toujours dans le premier tiers, on va dire. Et donc, j'en étais où? Le syndrome de l'imposteur. Donc oui, syndrome de l'imposteur. Pareil, quand je suis arrivé dans le master à Polytechnique HEC, j'étais entouré de polytechniciens ou de gens qui ont fait prépa plus HEC. Je me dis, bon, est-ce que moi, pareil, est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que j'ai bien ma place ici? Ensuite, je suis rentré à la station F. Pareil, est-ce que je suis un vrai entrepreneur? Est-ce que je mérite d'être là? Puis en fait, à chaque fois, finalement, on avance, quoi. On passe à l'étape suivante et puis on se dit, bon, in fine, sûrement. Oui, bien sûr. Parce que je m'en sors pas si mal par rapport aux autres. Donc oui, c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on a pas mal quand on est entrepreneur. Il faut vraiment apprendre à vivre avec, quoi. Ok. Et là, les étapes, là, c'était aller chercher l'assureur. Après, qu'est-ce que tu as eu d'autre un peu comme embûche après? Je suppose forcément développer l'entreprise, non? Voilà, faire les premiers recrutements, faire les premières levées de fonds. Okay. Là, j'ai une deuxième grosse embûche lors de cette première vraie levée de fonds. Okay. On avait un fonds qui s'était engagé à investir 1 million d'euros chez nous depuis plusieurs mois. Et 3 jours avant le closing, donc avec le moment où on est censé recevoir l'argent, j'ai un appel, c'était 3 jours avant Noël, c'était le matin, 3 jours avant Noël. Je partais en vacances ce jour-là, j'ai pas pris de vacances depuis 2 ans. J'ai un des gars du fonds qui m'appelle et qui me dit je suis désolé mais on va pas faire l'investissement. Ok. Donc je dis pourquoi? Il me dit écoutez, on a 3 craintes. La première c'est notoriété encore naissante. Deuxième c'est crainte du hausse du coût d'acquisition client. Okay. Et troisième c'est on pense ne pas être le bon fonds pour vous aider. Donc autant te dire que ces 3 choses-là, ils auraient pu le savoir avant même de me parler en premier call. Sûr.
Donc là, grosse frayeur, enfin la gorge nouée, etc. Je me dis, bon, en fait, j'avais déjà des investisseurs qui m'avaient confié de l'argent en investissant au capital de Goodvest, pas en tant que... déjà, j'avais des clients aussi, mais qui avaient investi. Donc certains étaient des proches, des business angels, des entrepreneurs qui m'ont confié leur argent et qu'ils allaient perdre. Parce que contrairement à nos clients où c'est assuré, l'argent, quand tu investis au capital de la société Goodvest, c'est pas assuré. J'avais des clients qui effectivement avaient ouvert des comptes chez nous. On avait 500 premiers clients et on allait devoir leur dire du jour au lendemain, on va falloir trouver un autre conseiller, un autre courtier, parce que pas de problème pour votre argent, il est assuré, mais nous, on ne pourra plus vous accompagner. Parce que cette levée de fonds dépendait, la vie était vitale. Était vitale. Était vitale. On était encore au début, donc on n'était pas rentable. Et j'avais recruté mes 5 premiers salariés aussi. Donc j'avais des gens, bon, ils auraient été au chômage, mais quand même quoi. Et donc là, grosse crainte. On arrive quand même à utiliser le papier de la lettre d'intention qu'ils nous avaient fait pour obtenir un prêt bancaire. Ce qui nous rajoute un peu de temps de trésorerie. Parce qu'on avait plus que 3 semaines de cash. On ne pouvait pas payer les salaires le mois prochain. On arrive à débloquer 300 000 euros de prêt bancaire. Un gros coup de chance, honnêtement. On arrive à rappeler les autres investisseurs, parce que cet investisseur-là devait mettre 1 million d'euros, mais on avait d'autres investisseurs qui devaient mettre 500 000 euros à côté. Et on leur dit, on ne va pas faire avec cet investisseur-là, mais on fait quand même la levée de fonds. Est-ce que vous êtes toujours chaud ? Coup de chance. Enfin, chance dans la malchance. Il n'y en a aucun qui nous plante. Ils font tous l'investissement. Donc là, on repasse à 800 000, 1 million d'euros de trésorerie. Ce qui nous laisse le temps de trouver 2 autres investisseurs pour mettre le million restant, qui étaient donc Polytechnique Ventures et H2R La Mondiale. Donc voilà, sacrée aventure. Ça, c'était la plus grosse frayeur, je pense, depuis le début de l'aventure, c'est clair. C'était il y a combien de temps, ça ? Ça, c'était, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était juste avant Noël 2021. Juste avant Noël 2021, je me souviens, je partais en vacances en Normandie. C'était une journée particulière. Ouais, tu m'étonnes. Et après, tu me parlais tout à l'heure du fait de trouver un associé où tu as mis du temps. Comment tu fais, comment tu arrives déjà à trouver un bon associé et faire une bonne association dans le temps après ? Moi, je marche au feeling, sur l'humain. Donc bien sûr, il faut tester un peu les compétences, tu vois. Et donc moi, je cherchais un CTO, donc quelqu'un de complémentaire qui savait faire un site web, qui savait faire une application. J'en ai vu plusieurs potentiels. Je les ai fait travailler je leur ai demandé en fait un peu mon business case, comme tu fais quand tu fais un entretien d'embauche. Je leur disais, c'était en fait, faites-moi le site web de Goodvest, le site vitrine de Goodvest. Et donc j'en ai vu plusieurs, plutôt bons. Et en fait, le choix s'est fait sur Antoine, parce qu'en fait, meilleur feeling, le plus de confiance, on va dire. Le fait aussi qu'il ait accepté de démissionner de son job quand il était consultant en cybersécurité chez KPMG en plein Covid, ça montre une prise de risque qui met en confiance, en se disant s'il prend un risque comme ça, c'est qu'il est sérieux et qu'il va aller jusqu'au bout. Et donc c'est un peu comme ça que le choix s'est fait. Donc toi aujourd'hui tu as le profil plutôt CEO, même carrément CEO, tu es DG, etc. Et lui sur toute la partie technique, c'est quoi les enjeux techniques sur Goodvest aujourd'hui ? Alors on est une fintech, on est une plateforme web, ça veut dire que quand tu investis chez Goodvest, tu peux tout faire en digital si tu le souhaites. Tu peux parler à un conseiller, mais tout se fait en digital. Pareil, une fois que tu es client, tu peux tout consulter, faire des opérations depuis l'application. Et donc, il y a une grosse dimension tech, il y a beaucoup de parcours de souscription. Il y a ensuite toute l'algorithmie de gestion de portefeuille, toutes les transactions également. Et donc, ça demande une grosse équipe tech. Aujourd'hui, l'équipe tech chez Goodvest, c'est près un tiers de l'effectif. Et un peu plus d'un tiers de l'effectif. Et donc, ça demande d'avoir un CTO qui est très impliqué. Et les échéances de Goodvest, là, c'est quoi le développement ? Comment ça se passe un petit peu aujourd'hui ? Alors donc là, on est à l'heure où on enregistre, mi-octobre, on est à entre 220 et 225 millions sous gestion. On grossit à près de entre 15 et 20 millions par mois. Donc on va finir l'année sûrement au-delà de 250 millions. Donc ça grossit bien. L'objectif, c'est 1 milliard sous gestion fin 2027. Donc c'est de faire x2 en 2026, x2 en 2027 pour arriver à 1 milliard.
Ça, c'est l'ambition sur les chiffres. C'est quoi le... Comment ça se passe? Sauce. Ouais, les secrets de sauce. Je la donne pas, ça là. Ouais, non, en fait, il y a 3 éléments qui nous permettent de faire grossir vraiment l'encours. Déjà, les clients existants qui reversent tous les mois, ça c'est près de la moitié de la croissance. Okay. Donc ça, c'est un très gros levier. On a également des partenariats, des partenaires avec des cabinets de gestion de patrimoine, des néobanques, des plateformes de crowdfunding énergie renouvelable qui nous amènent des clients. Et on a toute l'acquisition que nous on fait en direct de clients, avec le bouche à oreille, la publicité, les médias. Et donc c'est ces 3 sources-là, on va dire, qui nous permettent de grossir vite. Okay. Et donc, ouais, excuse-moi, je t'avais coupé sur le développement tech. Ouais. Tu me parlais du développement tech, c'était... mince, j'en étais où? C'était sur développer une fille tech qui a tout le temps besoin de se retrouver, etc. C'est quoi un peu les enjeux technologiques aujourd'hui derrière tout ça, tu vois? Nous, on a beaucoup de complexité parce qu'on fonctionne avec différents assureurs, différents partenaires bancaires. Donc avec chaque partenaire, on doit se brancher. Il y a des enjeux de cybersécurité aussi. Il faut que la plateforme soit très solide, que personne puisse se connecter à la place d'un client. Okay. Donc la double authentification, il y a plein de choses différentes. Les données sont cryptées. Et donc tout ça fait qu'il y a une grosse complexité technique. En plus, tu as effectivement tous les enjeux concurrentiels, tu as de la concurrence qui innove aussi, donc il faut innover aussi vite, voire plus vite que la concurrence. Tu as une grosse concurrence aujourd'hui dans le milieu? Il y a une belle concurrence dans le secteur. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est on a une différenciation qui est forte. On est positionné sur le climat, sur les convictions des épargnants, et donc on a peu de concurrents qui arrivent à être aussi pertinents là-dessus. Okay. Donc sur cette clientèle pour laquelle c'est important, qui est quand même assez nombreuses, et on est l'acteur le plus pertinent du marché. Et donc ça nous permet de bien grossir et d'avoir la meilleure croissance. Okay. Après, il y a effectivement beaucoup d'acteurs différents dans l'épargne digitale. C'est un secteur qui explose l'épargne en général, avec tout l'enjeu des retraites en France, les particuliers qui investissent de plus en plus, qui doivent prendre leur argent en main. Ça fait un marché qui grossit, et la partie digitale de ce marché grossit de plus en plus. Il y a eu beaucoup de levées de fonds qui ont été faites sur des acteurs français, étrangers, qui donc ont des fortes capacités d'investissement en marketing, donc qui ont des gros budgets, ce qui fait que les coûts d'acquisition du marché sont plutôt élevés, même si les marges sont élevées aussi. Et donc il faut être vraiment alerte pour réagir vite et pas se laisser doubler, quoi. Tu as des profils d'épargnants un peu type ou pas du tout? On a le cœur de notre clientèle. C'est les personnes qui ont entre 30 et 50 ans, urbains, CSP+, sensibles aux enjeux environnementaux, donc des professions libérales, médecins, avocats, des ingénieurs, des cadres, plein de professions différentes. Ça, c'est le cœur de notre clientèle. Mais après, en termes de typologie, on a des investisseurs qui commencent avec 300 €. On en a qui investissent chez nous près de 10 millions d'euros. Okay. Donc, on a quand même une clientèle qui est assez diversifiée, qui va de 0 à 93 ans. Okay. Donc, c'est assez diversifié quand même. Donc, oui, typiquement, ça s'adresse aux jeunes, je sais pas, comme moi, étudiants, qui peuvent verser 100, 200, 300. Pas vraiment. Non, on a assez peu de jeunes, on a assez peu de personnes en dessous de 30 ans, en fait. Okay. Donc, on en a, mais c'est pas le cœur de la cible. C'est plutôt des personnes qui sont dans la vie active depuis 1, 2, 3 ans, et donc qui souhaitent commencer à se construire un peu leur patrimoine. Ok. Et la partie sensibilité, t'as toute, forcément, tu vas les détailler, les investissements, dans quoi ils font, dans quoi tes épargnants investissent. Comment tu vas communiquer là-dessus? Je suppose qu'ils vont être sensibles. Alors moi, je suis pas forcément alerte sur ces sujets-là, mais quels sont les sujets sur lesquels tes épargnants vont être sensibles là-dessus? Nous, ils ont besoin d'être rassurés sur la due diligence qu'on fait, sur l'audit qu'on fait, on va dire, sur les portefeuilles. Donc déjà, on a une méthodologie qu'on communique énormément, qui est très transparente, qui est très claire, avec un grand niveau de détail, qui est disponible sur notre site. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a l'onglet Impact, qui permet à l'épargnant de visualiser depuis son compte client un impact quantifié du nombre de tonnes de CO2 évitées,
la trajectoire de réchauffement climatique de son portefeuille. Selon les fonds aussi dans lesquels il va pouvoir voir par exemple le mix d'énergie renouvelable qu'il y a dans son portefeuille, dans quel pays, combien de foyers sont alimentés en électricité, etc. Donc ça, c'est vraiment donner des chiffres qui sont backés, sourcés, etc. Ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est donner vraiment du concret. Parce que bon, les chiffres, c'est bien, mais ça ne parle pas à tout le monde. Et c'est bien de pouvoir vraiment visualiser ce qui se passe. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tournages, notamment en entreprise, dans des projets, dans des associations qui sont financées. On en a fait plusieurs déjà. On est allé sur des chantiers de rénovation de bâtiments, donc qui permettent, parce qu'aujourd'hui le secteur du bâtiment c'est le deuxième secteur qui met le plus de CO2 en France après le transport. Donc c'est très important de s'occuper de ce secteur. Il y a 5 millions de passeurs thermiques sur la France. Donc ça c'est un gros enjeu pour la transition écologique. Donc ça c'est quelque chose qu'on a fait. On a également fait des tournages dans une entreprise qui récupère des déchets pour en faire de l'engrais. Enfin, on fait plein de tournages, j'en ai d'autres qui sont prévus, un bientôt qui est dans une forêt. On a dans notre portefeuille un peu immobilier, on a également des forêts en fait, qui sont gérées durablement. Et donc, c'est donner du concret, c'est aller interviewer les personnes, les projets qu'on finance via l'épargne de nos clients pour qu'ils puissent vraiment visualiser l'impact réel que ça a près de chez eux, quoi. Les projets sont 100% français ou tu as un peu d'international? Non, on a de l'international. C'est principalement Europe. C'est beaucoup Europe. Sur certaines classes d'actifs, c'est que Europe, voire c'est que la France. Par exemple, sur les forêts, on n'a que de la France. Sur l'immobilier, on n'a que de l'Europe. Par contre, sur d'autres classes d'actifs comme la gestion pilotée, des actions, des obligations d'État, d'entreprise, ben là c'est plutôt pays développés, mais c'est aussi l'Amérique du Nord, c'est l'Europe, c'est dans un objectif de pouvoir diversifier, parce que c'est important quand on épargne, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et donc d'avoir aussi des expositions à d'autres économies que juste l'économie française. Et en termes d'épargnants, c'est marché français aujourd'hui ou vous avez des ambitions internationales? Pour l'instant, on n'a que des Français, ou alors des Français à l'étranger, ou alors des étrangers en France. Mais on n'a pas d'Espagnols en Espagne, par exemple. Parce que je suppose que ça, c'est des sujets qui peuvent intéresser à l'international et c'est peut-être une perspective aussi pour atteindre derrière ces... C'est complètement une perspective. Après, le marché français est très profond. Il y a 6400 milliards d'euros d'épargne en France. On a 250 millions de sous gestion à la fin de l'année. On atteindra 1 milliard si on respecte les objectifs fin 2027. C'est-à-dire qu'il restera encore beaucoup de place. Donc, est-ce qu'on se lancera un jour international? Peut-être. Si c'est stratégique, si ce sera opportuniste. Mais la France, ça restera pendant très très longtemps encore notre seul, voire très gros, voire seul marché. Est-ce que tu recommandes à des jeunes d'entreprendre tôt, tu vois? Parce que souvent les gens te disent qu'il faut avoir de l'expérience un petit peu, d'autres disent tu vois, j'aime bien poser cette question aux intervenants. Je pense que ça dépend de la personnalité. Je pense que ça dépend de la personnalité. Les plus grosses entreprises du monde, elles ont été créées par des jeunes qui avaient la vingtaine. Meta, je crois que Microsoft aussi. Amazon, il ne devait pas être beaucoup plus vieux. Donc, on peut entreprendre et réussir à 25 ans, à 28 ans, même à 22 ans, ou à la trentaine. On peut aussi se rater à cet âge-là. La jeunesse, c'est une force parce que c'est quand même très dur l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de prise de risque. Il faut être un peu, fou, quoi. Pour se lancer là-dedans. Ça peut être plus simple quand on n'a pas de famille à nourrir, on n'a pas de job à quitter, donc ça peut être intéressant de se lancer tôt. Mais il faut être prêt quand même à le faire. Il faut être résilient, donc pour certaines personnes, c'est pas le moment. Donc je dirais qu'il n'y a pas de règle, ça dépend de vous, de votre feeling. Voilà. Parce que c'est assez compliqué à juger. Entre le moment où toi, tu avais eu l'idée, tu avais fait d'autres projets avant, comme quoi? J'avais eu des projets pendant le master, donc des projets de création de boîtes. Un projet qui était de remplacer toutes les petites bouteilles de gel douche et shampoing des hôtels qui font 26 milliards de déchets par an par du vrac en verre, en acier, etc. Donc ça, c'était un des projets que j'avais. Un deuxième projet qui était pour les produits ménagers d'utiliser des capsules.
C'est-à-dire, c'est des boîtes qui sont vraiment... Enfin, les deux, c'est des boîtes qui sont vraiment développées derrière, que quelqu'un d'autre a fait. Et donc, de mettre de l'eau et donc d'éviter, pareil, beaucoup de déchets plastiques, c'est pareil, c'était du vrac aussi. Donc j'ai eu différents projets avant Goodvest. Est-ce que tu me disais que tu as fait X entrepreneur, est-ce que ça s'apprend à devenir entrepreneur? Ah bah c'est clair que ça s'apprend. Ouais. Après, est-ce que tu peux l'apprendre en autodidacte? À l'école, quand je dis à l'école. Tout seul? Non, pas forcément à l'école. L'école, c'est un plus. Tu as la chance de pouvoir être pris et te financer le master. Je pense que ça vaut le coup. C'était sûr de vouloir entreprendre. Moi, j'en ai aucun doute là-dessus. Mais ça peut aussi se faire tout seul. Aujourd'hui, tu as... moi, à l'époque où j'ai fait le master, il n'y avait pas de ChatGPT. Donc, tu peux, ça peut te répondre à énormément de questions. Tu as énormément de ressources qui sont disponibles en ligne. Tu as une vraie culture d'entrepreneuriat qui s'est développée en France, dans les médias, sur YouTube, etc. Alors, il ne faut pas écouter tout le monde, mais si tu fais le tri, tu as des choses quand même intéressantes à écouter et tu peux apprendre, tu peux le faire tout seul. Après, c'est quand on est jeune, on a effectivement le syndrome de l'imposteur, on se sent très seul. Quand tu es entrepreneur, au début, c'est la traversée du désert. Ça veut dire que tu es tout seul à croire à ton idée. Tu restes dans ton dur coin. pour toi, à ce moment-là? En plus, c'était le Covid, donc tu étais vraiment tout seul. Physiquement, c'était le confinement, quoi. Donc là, c'est pas que c'était dur, mais c'était pas simple. C'était... ça faisait du bien d'avoir une équipe après, d'être dans un incubateur, etc. C'est clair. Mais au moins, cet isolement que tu as au début, cette traversée du désert, ça te permet de vraiment de focus à 200% sur le projet. Et le Covid, pour ça m'a aidé parce qu'en fait, j'étais coincé chez moi, j'avais rien d'autre à faire que bosser sur mon projet. Donc, il n'y a aucune tentation, tu es dans un cadre silencieux, tu es seul, parce que tu peux pas voir les gens, parce qu'ils sont confinés. Et donc, ça aide, quoi. C'est comme quand tu fais une thèse. Si tu fais une thèse, tu dois parfois rencontrer des gens pour ta thèse, mais tu as besoin d'être focus, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Et parce que là, à l'époque du Covid, tu n'avais pas encore ton associé? Non, j'avais une autre associée qui travaille sur le projet, qui est une très bonne amie, mais qui a choisi de rejoindre un VC et après de travailler dans l'entreprise familiale. Et donc, on s'est pas lancé, enfin, elle m'a pas suivi sur le projet. Mais j'avais une associée à l'époque. Donc, j'ai jamais vraiment été seul, sauf entre le moment où j'ai changé d'associé, où là, j'ai eu vraiment 2 mois, effectivement, où je devais je rencontrais les associés potentiels. Donc, ça allait. Et l'incubateur, ça t'a aidé à développer le projet? Ouais, ça nous a pas mal aidé. T'étais où en incubateur? On était à l'incubateur HEC à Station F. Donc ça nous a aidé à trouver les premiers investisseurs. Ça nous a donné un cadre de travail, on avait un coach qui nous suivait, donc ça nous a aidé. Ça n'a pas été ultra déterminant, mais ça nous a aidé, c'est clair que ça a contribué à la réussite du projet. Ça, plus le master, ça a été assez utile. Tu arrives avec les bons codes, le bon suivi, les bons outils qui te permettent de bien commencer dans ce milieu-là. En fait, ce qu'ils disent dans le master et dans l'incubateur, qui est plutôt vrai, c'est que grâce à ce programme-là, tu fais en 1 an ce que tu aurais fait en 3 ans. Ça t'évite toutes les erreurs que tu aurais forcément faites si tu étais lancé seul. Ça veut dire que quand tu lances ta boîte, tu commences par quoi? Est-ce que tu commences par créer le produit? En fait, pas du tout. Tu dois d'abord trouver des clients. Et donc, pourquoi? Pour construire un produit qui correspondra à la demande des clients. Parce que si tu construis un produit, mais qu'en fait, c'est pas ce que veulent les clients, et tu perds du temps, tu dois démarrer à zéro. Donc, c'est ce genre de choses. Ça paraît logique quand on te le dit, mais c'est pas évident forcément quand tu te lances, où tu as une idée très précise. Très souvent, je rencontre j'ai des amis qui me disent je veux faire ça comme business. Ok, t'en as parlé à des gens, non, c'est une idée secrète. Non, au contraire, t'en parles au maximum de monde. Ah, t'es sûr? Ah, si, t'en parles à tout le monde. Et donc, pour récupérer des feedbacks, pour rencontrer des potentiels partenaires, des investisseurs, des peut-être premiers salariés. Donc c'est des réflexes que tu apprends en plus de choses beaucoup plus techniques, comment tu fais une levée de fonds, comment ça marche un pack d'associés, des notions de comptable, des notions RH, des notions de marketing, parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, tu ne sais rien faire, mais tu sais tout faire un peu. Et c'est ça un peu le concept. Et là, tu me parles de tous ces petits tips. Est-ce que le mentorat avec des gars qui t'ont inspiré, d'autres entrepreneurs, ça t'a permis aussi de grandir à ce niveau-là?
Ouais, pendant le master, pendant l'incubateur, et après et pendant l'aventure Goodvest, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. Ouais. J'en ai rencontré des centaines, hein, vraiment. Okay. Dans différentes industries, dans mon industrie, mais dans d'autres industries aussi. Ouais. Certains qui faisaient plus du B2C, certains qui faisaient plus de la fintech, certains qui faisaient plus du green. Okay. Et donc, c'est forcément assez inspirant, ça démystifie le truc. Tu te dis, c'est vrai que c'est comme ça aussi que tu démystifies l'entrepreneuriat. C'est en te rendant compte qu'en fait, écoute, t'as des génies dans l'entrepreneuriat, mais c'est pas que des génies, c'est possible en fait. Ouais. T'as un livre, je sais plus qui l'a écrit, mais tout le monde peut devenir entrepreneur. Je sais plus si c'est Alexandre Marceau ou pas, mais bon. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais la majorité des gens peuvent entreprendre, au moins à leur échelle. Ouais. Donc voilà, si tu le veux, tu donnes les moyens, tu peux. Qu'est-ce qui fait selon toi un bon entrepreneur alors ? Je pense que c'est la personnalité, donc ouais. C'est la résilience. Parce qu'en fait, effectivement, la résilience, mais sans acharnement. Okay. Ça veut dire qu'il faut savoir être résilient, te prendre des centaines de portes, parce que tu te prends des centaines de portes. Ouais. Quand tu fais une levée de fonds, tu te prends 50 non, et si tu as de la chance, tu te prends un oui. Ouais. Alors, sauf si tu es dans l'IA et que tu es la boîte du siècle et que tu sors d'Harvard. Mais bon, ouais. Dans 90% des cas, ça va être beaucoup de non et très peu de oui. Donc c'est de la résilience, mais sans acharnement, parce que si tu vois que tout simplement tu sors ton produit, tu n'as personne qui veut l'acheter, et que c'est pas un problème de pricing, que c'est pas un problème de fait qu'il marche pas, ça veut dire qu'il faut changer de projet, quoi. Okay. Et tu as les entrepreneurs qui se lancent et qui s'acharnent un peu trop, quoi. Il faudrait changer de projet, pivoter. Donc je pense que c'est des caractéristiques de personnalité. Ouais. Souvent les entrepreneurs, ils sont résilients, ils sont créatifs, ils sont curieux, ils sont ambitieux. C'est des traits de personnalité que tu peux retrouver, quoi. Okay. Parce que je suppose que quand tu entreprends, t'as entre le moment de ta première idée et le moment où tu rencontres des personnes qui vont... je suppose qu'elle a changé. Est-ce que l'idée Goodvest, c'est toujours la même aujourd'hui qu'à l'époque ? Franchement, c'est pas le cas dans beaucoup de business. Ouais. Il y a beaucoup de business qui pivotent, mais nous, l'idée, elle n'a pas vraiment changé. Okay. Parce que Goodvest, c'est dans le nom. Hein. Donc, on n'a pas changé de nom. Okay. Ça a toujours été l'investissement pour le good. Alors, au tout début, c'était pas que le climat. C'était en gros, tu peux investir dans le climat, tu peux investir dans la solidarité, tu peux investir dans la santé, tu peux investir dans des choses qui te parlent. Et après, on s'est dit, il faut recentrer sur la cause qui nous paraît la plus centrale aujourd'hui, qui est le climat, parce que ça impacte toutes les autres. Et donc on s'est dit on va garder Goodvest, on aurait pu s'appeler Greenvest, mais on a gardé Goodvest. Et il y avait déjà une boîte qui faisait de l'immobilier qui s'appelait Greenvest. On s'est dit on garde Goodvest, ça nous permettra aussi un jour de détendre. Tu vois, aujourd'hui on fait beaucoup de climat, mais on a aussi la possibilité d'investir dans des choses solidaires, qui respectent notre cahier des charges sur le climat. Comme mais quoi, typiquement tu vas avoir ce qu'on a comme exemple. Tu vois, pendant très longtemps, tu avais les cafés joyeux. On a fait les cafés joyeux. Ouais. Donc, c'est des cafés, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui emploient des personnes atteintes de trisomie. Okay. Donc, c'est de l'inclusion. Ouais. Tu as Habitat Humanisme qu'on va financer. Tu vas avoir de l'immobilier aussi, où en fait, tu peux faire du solidaire dans l'immobilier, parce que tu peux héberger des crèches solidaires, tu peux héberger des associations gratuitement. Et donc voilà, tu peux faire du solidaire. Alors solidaire, souvent rapporter un petit peu moins que les autres placements. On pense que l'investissement responsable rapporte moins en global. C'est faux. Les investissements durables, notamment sur la partie climat, rapportent généralement plus sur le long terme. Okay. Pas mal d'études qui le démontrent. Quand tu dis plus, c'est en pourcentage, en rendement, en rendement moyen. Exactement. En fait, il y a beaucoup d'études qui montrent que quand tu prends en compte des contraintes environnementales, tu évites des risques, de controverses, tu remportes plus facilement les appels d'offres, tu es soutenu par des plans de financement européens, mondiaux, américains. Okay. Et tout ça, tu as des subventions, tu as des aides, tout ça fait qu'en fait, ça a un impact plutôt positif sur la performance sur le long terme. Okay. Bien sûr, tu as des périodes où tu as un secteur qui va mieux marcher, comme l'armement, comme les énergies fossiles. C'est ça que la période de la guerre en Ukraine, ça n'a pas été simple pour l'ESG, mais les années précédentes, ça a bien mieux performé. Là, aujourd'hui, c'est en train de revenir assez fortement.
Donc sur le long terme, et les clients investissent généralement pour le long terme. Quand tu investis pour ta retraite, quand tu ouvres une assurance vie, généralement c'est pour 5, 8, 10, 15, 20, 25 ans. Donc tu as intérêt à prendre ça en compte. Le monde il change. Donc est-ce que tu as envie d'avoir une mine de charbon dans 25 ans ou est-ce que tu as envie d'investir dans le leader des énergies renouvelables? Moi je sais où je vais, je sais où je mets mon argent. Et je suppose que tu as tout un travail aussi éducationnel sur les épargnants en allant les sensibiliser. Alors même s'il y a tout un écosystème qui est né depuis pas mal d'années, etc., il y a pas mal beaucoup de pédagogie à faire. Déjà, on a de la pédagogie financière parce que est-ce que tu apprends à gérer un budget et à investir à l'école? Non. Donc, on fait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, via notre newsletter. Nos conseillers font beaucoup de travail aussi en répondant aux questions de nos clients. Donc, on fait beaucoup de pédagogie financière et extra-financière. Il faut, si tu veux financer une obligation verte, il faut savoir aussi ce que c'est qu'une obligation. Donc, on fait l'éducation financière et de l'éducation extra-financière, donc tout ce qui va être sur l'environnement, le social, etc. Ok, trop cool. Et la partie, c'est quoi le business model un peu de Goodvest? Alors, assez simple, nous on se rémunère avec une commission sur le montant sous gestion. On ne prend pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais de performance, pas de frais d'arbitrage. C'est une commission qui est annuelle sur le montant sous gestion, tout simplement. Ok, trop cool. Et là, je suppose que c'est de la récurrence, etc. derrière. Ok. Et ça, c'était l'idée du départ ou c'est le business model a évolué avec les années? Non, en fait, le business model, il est généralement assez similaire. Enfin, dans toutes les solutions d'investissement, c'est pareil. Alors, t'en as qui vont être plus chères. Les banques traditionnelles, généralement, sont un peu plus chères. Elles te prennent des frais d'entrée, etc. Mais globalement, tout le monde se rémunère avec des frais de gestion. Après, ils peuvent être plus ou moins élevés, plus ou moins transparents, mais voilà. Et les banques traditionnelles, c'est potentiellement des acteurs de partenariat qui peuvent être intéressants pour vous? Peu. En fait, les grandes banques, les grands groupes ont plein de filiales. Ça peut arriver qu'on travaille avec une de leurs filiales. Mais grosso modo, une banque de réseau, elle va travailler en architecture fermée. C'est-à-dire qu'elle va proposer ses produits avec ses fonds, ses enveloppes à ses clients. Comme ça, elle garde 100% de la marge. Donc elle ne va pas proposer du Goodvest parce qu'elle a moins à y gagner. Parce qu'on prendrait une partie des frais. Donc non, on ne travaille pas vraiment avec les banques. Ok, et c'est pas forcément un acte de développement donc dans ce cas-là. Non. On va le travailler peut-être avec certaines de leurs filiales, tu vois, quand on fait des obligations avec elles, on est dans la collaboration. Puis il faut aider ces acteurs aussi à se décarboner, à avancer. Donc voilà, on va pas les exclure bêtement. On va exclure les énergies fossiles, mais on s'interdit pas de travailler avec une banque qui fait les choses bien sur une partie de son activité. Là-dessus, on va les soutenir. Mais c'est pas notre partenaire principal. Notre partenaire principal, généralement, c'est les assureurs avec lesquels on bosse, qui sont encore plus concernés par le réchauffement climatique que par les banques, parce que leur job, c'est d'assurer. Donc, ils ne peuvent pas assurer un monde qui n'est pas assurable sur le plan climatique. Donc là, ils sont sacrément incentivés à faire avancer les choses sur la transition écologique, parce que sinon, ils ne pourront plus exister dans 50, 100 ans, ou en tout cas, plus exister de la même manière, sur le même modèle que le modèle qu'ils ont aujourd'hui. Parce que la visibilité que tu peux avoir là, c'est quoi un peu les perspectives? Alors tu disais d'ici 2027, mais je sais pas, tu regardes Goodvest à un exemple à 50 ans, 100 ans, etc. C'est quoi le... Waouh, déjà dans 100 ans, je serai plus là moi. Mais écoute, je dirais déjà... L'écosystème, je parle de, quand je dis Goodvest, c'est l'écosystème qu'il y a autour, etc. Les gens sont plus sensibles. Déjà, il y a une transition qui est en train de se faire, effectivement. Moi, je pense que la direction dans laquelle on va, c'est que les Français vont se prendre en main sur leur épargne, encore plus que c'est le cas aujourd'hui, notamment sur les retraites. On comptera plus sur l'État pour nous payer la retraite. De toute façon, spoiler, il ne faut pas compter sur l'État pour sa retraite, pour avoir une bonne retraite. Ça n'arrivera pas, en fait. On aura une retraite qui est minimum, qui permet de survivre, et encore. Et donc, il faut se prendre en main, parce qu'on a ce système de retraite par répartition qui ne peut pas fonctionner dans le système démographique qu'on a actuellement. Ça va moins de faire des nouveaux baby-boom, on n'y arrivera pas. Il y aura beaucoup trop de retraités par actif, et donc il faut que chaque actif, en plus de cotiser pour les retraités, commence à investir pour sa propre retraite, parce que les générations suivantes ne suffiront pas pour payer les retraites des personnes qui sont actives actuellement. Et donc je pense que le secteur de l'investissement et de l'épargne va continuer à se démocratiser, avec de plus en plus de personnes qui vont investir, et effectivement investir de plus en plus de manière éco-responsable, parce que si les gens s'intéressent à l'investissement, s'intéressent à leur épargne et creusent un peu, ils vont se rendre compte, et ils se rendent de plus en plus compte qu'ils ont un impact avec leur argent, et qu'ils financent quoi en investissant?
bah, ils investissent pour leur retraite. Donc ils investissent pour dans 10, 15, 20 ans, ils investissent pour leurs enfants. Donc autant que cet argent ne contribue pas à détruire leur futur, mais participe à un avenir qui est plus durable, plus agréable pour leurs vieux jours, pour leurs enfants, pour tout le monde, quoi. Ok. Et pour non parler de futur, si tu peux donner des conseils à des jeunes entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui, c'est quoi un peu les tips? Alors, conseil que je donnerais, c'est déjà commencer par parler à des clients, trouver des clients avant de développer le projet, développer un projet qui a du sens, qui est utile effectivement. Ça vous aidera à être résilient le jour où ça sera difficile, parce qu'il y a des jours où ce sera difficile. Et soyez résilient et par contre, pas d'acharnement à outrance. Parfois, il faut savoir légèrement pivoter. Être entrepreneur, c'est savoir s'adapter. Okay. Donc voilà. Ça, c'est l'adaptation. Ça, c'est je dirais des compétences plutôt que tu as acquis avec le temps, ou c'est des compétences qui étaient plutôt naturelles pour toi? Je pense que c'était plutôt naturel. Après, la chance que j'ai eue, c'est qu'on n'a pas eu besoin de pivoter. Oui, c'est vrai. Parce que ça a fonctionné tel quel. Donc. Tu me parlais tout à l'heure d'anecdotes. Est-ce que tu en as d'autres à me raconter sur Goodvest ou même, pas forcément, mais au moment de la création, aujourd'hui, un petit peu les étapes, tu vois? Autre anecdote que je peux te raconter, parce que j'en ai raconté déjà plusieurs. La dernière, c'est notamment quand j'ai commencé à chercher un associé. Okay. J'ai été contacté par un gars qui a fait HEC aussi, mais qui était plus âgé que moi, qui avait 10 ans de plus, qui avait déjà eu une première aventure entrepreneuriale et qui travaillait sur un projet très similaire à Goodvest. Donc il m'a dit, écoute, je travaille sur le même projet, parlons-nous, peut-être qu'on le fait ensemble, quoi. Et je dis, oui, en plus moi j'avais effectivement, je te disais, j'avais 22, 23 ans à l'époque, syndrome de l'imposteur, je me dis, c'est super, si je m'associe avec quelqu'un qui a déjà fait ça, qui a la trentaine, qui a déjà levé un peu de fonds, ça va m'aider. Et donc on a commencé à travailler ensemble, puis je me suis rendu compte que ça passait pas en fit, le gars était pas complètement impliqué dans le projet, il y avait une minorité d'ailleurs du capital alors que c'était le tout début de l'aventure, parce qu'en fait c'était le projet de quelqu'un d'autre qui reprenait, etc. Et j'ai retrouvé à tout faire, à apporter finalement beaucoup plus de valeur que eux en avaient déjà créé, parce que j'avais des préinscrits, j'avais un partenaire assureur, eux me faisaient miroiter un assureur, mais avec lequel ils avançaient pas, ils n'avaient pas de préinscrits, ils étaient assez dans le secret d'ailleurs. Donc ils parlaient pas du tout de la marque, etc. Et donc le but c'était d'ailleurs de reprendre la marque Goodvest parce qu'ils voulaient reprendre, parce qu'elle était pas connue, mais il y avait une communauté quand même autour. Et donc je me suis dit, je suis dans un truc là, je suis en train de me mettre dans un truc, j'arrive dans le projet, j'ai déjà que 20% de la boîte, c'est déjà plus ma boîte alors qu'ils ont rien en fait. Non, en fait, aujourd'hui c'est moi qui ai le plus de valeur, avec ma marque qui est connue, un assureur, enfin ma marque qui pas inconnue on va dire, un assureur. Et en face ils ont quoi? Ils ont rien. Un gars qui bosse pas énormément sur le projet parce qu'il a toujours son autre boîte sur laquelle il est. Et donc je me dis, au bout d'un mois et 2 mois, le jour où on devait signer le truc, je leur dis non mais en fait c'est simple, là c'est clairement pas dans mon intérêt de signer, donc je vais pas le faire. Et donc je me suis associé avec Antoine. Et donc quand je dis que c'est le feeling qui est important, c'est vrai, je sentais pas trop le truc là. Sur le papier ça pouvait être plus intéressant. Je m'associe avec quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Ils ont déjà levé un peu de fonds. Mais en réalité il fallait mieux, je me sentais pas chez moi, je sentais que le truc était un peu louche, pas full confiance en ses potentiels associés. Et donc je me suis dit non, en fait il faut mieux partir d'une feuille blanche avec un gars juste avec lequel j'ai le bon fit, quoi. Parce que pour toi je suppose en tant que CEO c'est important d'avoir le contrôle sur les choses et savoir ce que tu fais, je suppose. Et ça, comment tu arrives aussi à... Mais en même temps, tout en ayant confiance. C'est quoi l'alchimie un peu de tout ça? Ça doit être assez complexe, non? Ouais, je pense que pour faire confiance à tes équipes, il faut... Moi, je marche quand même pas mal au fit. Je teste, je fais faire des cases, tu vois. J'allais faire des cases sur le site vitrine, le site web de Goodvest, je leur avais demandé de développer. Donc, je les teste, je prends des recommandations. Parce que tu peux te tromper dans le fit. Bien sûr. Mais généralement, la règle, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute sur un recrutement. Et donc, soit tu as un fit complet
et tu as vraiment envie de bosser avec la personne et tu dis ouais non mais là c'est bon. S'il y a ah mais je sens que ça c'est un peu, tu creuses, tu peux creuser pour donner une deuxième chance, mais généralement faut pas y aller. Ok. Et ouais, c'est intéressant parce que c'est toujours le sujet aujourd'hui, c'est l'humain en fait. Le truc le plus important dans la réussite d'une boîte, c'est les équipes. C'est au début tu fais tout quand tu es entrepreneur, puis à la fin tu fais plus rien. Enfin, tu coordonnes, tu vas rencontrer des investisseurs, tu vas te réfléchir à la stratégie, tu vas regarder en fait le produit, regarder plein de choses, mais t'es pas un doueur. T'es un doueur au début. Ensuite t'es plutôt dans orienter, diriger les choses. Et donc c'est central que les doueurs soient bons dans ce qu'ils font, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi un peu tes journées type quand tu dis que tu es plus doueur? Là, ce matin, 2 podcasts. Ce matin, j'enregistre 2 podcasts. Je pense que dans mon temps, tu as 15-20% du temps, c'est autour de la communication. La presse, des reportages, des interviews, etc. Faire des posts LinkedIn, tout ça. Ça, c'est après 1/5 de mon temps. 1/5 de mon temps, ça va être du recrutement. 1/5 de mon temps, ça va être la gestion des équipes. 1/5, c'est la strat et la gestion des investisseurs. Et 1/5, c'est un peu tout le reste. C'est vérifier, prendre des feedbacks auprès des clients, faire évoluer le produit, etc. C'est très diversifié. Ouais. Ça change d'une période à l'autre. C'est-à-dire que tu as une période où je vais faire quasiment que la levée de fonds parce qu'on est en levée de fonds. Après une levée de fonds, plutôt tu vas travailler beaucoup plus sur la strat de comment est-ce que tu vas exécuter après la levée de fonds, puis sur les lancements de produits quand tu as des produits à lancer. Donc sur des recrutements quand tu as plusieurs recrutements à faire. Donc ça évolue un peu par phase, quoi. Ok. Parce que là aujourd'hui, il y a des levées de fonds on en a fait une levée de fonds. On a fait 3 levées de fonds depuis le début de Goodvest. 2 millions, 10 et 12. Ok. Donc ça, on a levé plus de 20 millions depuis le début. Ok. On a plein d'argent sur le compte, c'est top. Donc là, on va se calmer un peu sur les levées de fonds, exécuter, atteindre la rentabilité. Ça, c'est un gros enjeu. Et les prochaines levées de fonds, si on en refait d'autres, ce ne sera pas pour atteindre la rentabilité, parce qu'on sera déjà rentable ou à l'équilibre. Ce sera pour faire des acquisitions, d'autres développements, lancer d'autres marchés, etc. Ok. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut suivre Goodvest? Déjà, je suppose sur les réseaux sociaux. On est partout. LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. Oui, on est sur YouTube aussi. Donc, on est partout. Le mieux, c'est d'aller sur notre site aussi, de tester un peu, faites une simulation, parler à un conseiller, d'en parler autour de vous. Parce que l'adhésion, ça se passe comment? C'est directement via le site internet? On peut créer un compte. De toute façon, on peut faire une simulation, c'est gratuit, sans engagement. Parler à un conseiller, c'est pareil, c'est gratuit, sans engagement. Et si on arrive à vous convaincre, derrière, vous pouvez investir sur la plateforme. Ok, trop cool. Et je mettrai tout ça dans la description, etc. pour que les gens aillent voir. En tout cas, un grand merci, Joseph. Merci à toi. J'espère que ça a plu aux gens qui nous ont écoutés. Et en tout cas, à très vite et merci pour l'échange. C'était très sympa de pouvoir échanger avec toi. Merci, avec plaisir. Merci.